Donc, c'est un sujet, je ne dirais pas d'actualité, mais de mode. Tout le monde parle de périodisation tactique, hein, mais je crois que j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs intervenants. Euh, on se mêle un peu les pinceaux. Je crois qu'il y a il y a de la bibliographie qui parle de la périodisation tactique, hein, et chacun essaie d'aborder ce concept par rapport à lui d'une façon bien particulière. Euh, moi, je vais un peu vous détailler ce que je, ce que je conçois par ce concept. Hein. Donc, on va essayer de détailler le concept d'abord, puis aller à la partie pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que ce concept va nous apporter sur le plan pratique, sur le plan opérationnel, sur le terrain, comment allons-nous aborder l'entraînement par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, tout simplement. Qu'est-ce que ce concept apporte de nouveau par rapport à la méthodologie d'entraînement. Donc, d'abord, dans mon introduction, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que dans l'actualité du football, l'entraînement physique avec ballon a gagné en popularité. Grâce à quoi? Bien sûr, grâce à des études scientifiques et l'adaptation des résultats aux équipes professionnelles. En effet, des évidences scientifiques montrent que le jeu avec ballon sur surface réduite sont plus riches que l'entraînement physique traditionnel, sans ballon. Et cela est évident quand on travaille avec ballon, on travaille l'aspect cognitif, l'aspect émotionnel, hein, l'aspect relationnel entre les joueurs. Et ce n'est pas du tout ce qui se fait quand on travaille en dissocié, c'est-à-dire on travaille l'aspect physique tout seul, l'aspect technique tout seul, l'aspect tactique tout seul. Je crois que cette vision un peu des choses, elle est un peu révolue. Cette vision sectaire des choses, elle est un peu révolue. Aujourd'hui, le football, il se pense d'une manière systématique. Hein. Aujourd'hui, toute la pensée humaine, hein, va vers tout ce qui est systémique, comment les choses s'imbriquent entre elles. Et l'entraîneur, justement, il est là pour trouver cette synergie entre les différents facteurs de la performance, comment les imbriquer les unes derrière les autres. Hein, tous ces facteurs, comment les imbriquer, hein, l'un derrière l'autre, et comment leur donner leur signification réelle dans le jeu. Hein. Ainsi, sur la base, bien sûr, des recherches actuellement, qu'est-ce qu'on enregistre? L'apparition de nouveaux concepts de préparation, plus spécifiques et mieux adaptés. Aujourd'hui, avec l'intermittent, on ne fait plus les grandes courses, les continues, hein, on travaille plus en intermittent, en intervalle. Et ça nous permet de gagner d'abord en temps et de travailler plus en qualité. Hein, grâce à la diminution donc, du volume, au profit bien sûr de l'intensité spécifique, hein, l'entraînement a complètement changé. D'une autre manière, on pourrait dire que aussi l'évolution technique, est-ce que la costume anglais? Oui, oui. Très bien. D'un autre côté, l'évolution de la technologie, c'est-à-dire avec tout le matériel de monitoring qu'on est en train de développer, les GPS, les cardiofréquencemètres et tout ça, permettent d'évaluer mieux l'activité footballistique, c'est-à-dire d'évaluer mieux le jeu. Hein, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dirige plus vers le jeu, hein, qui est chose naturelle, hein, que vers un entraînement un peu artificiel, hein, qui ne permet pas un bon transfert au niveau du jeu. Le développement de la formation des jeunes aussi, hein, a beaucoup contribué, bien sûr, à cette vision systémique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes dans les centres de formation partout en Europe, en Asie, partout où il y a des centres de formation. On a des athlètes qui arrivent à l'âge de 18 ans déjà complets, ayant toutes les capacités physiques, athlétiques, hein, et physiologiques bien sûr, pour aspirer à jouer au haut niveau. C'est ce qui nous imputait un peu. On remarque que chez nous, par exemple, pendant une certaine période, les jeunes, quand ils accédaient à la catégorie senior, ils avaient beaucoup de problèmes athlétiques. Surtout qui m'avoue sur le plan de l'endurance, sur le plan de la force, sur le plan. Donc, et cela a causé des blessures.
des blessures, des pubalgies à répétition, ça causait des problèmes de ligaments croisés, tout ça. Aujourd'hui, avec la formation, l'athlète arrive prêt, le joueur arrive comme un bon athlète pour pouvoir assumer ses tâches spécifiques dans la haute compétition. Donc, cela un peu a permis aux entraîneurs de voir les choses autrement, au lieu de s'attarder sur une périodisation traditionnelle comme on le faisait, PPG, PPS et tout ça. Les gens vont directement dans le spécifique. On remarque que la part de l'entraînement général est maintenant devenue pratiquement réduite dans la haute performance. Alors, qu'est-ce que c'est que la périodisation? La périodisation, c'est une notion, c'est la notion de périodisation fait référence à quoi? À une succession de cycles qui vont varier d'intensité en fonction de leur nature et donc former une ondulation qui peut s'étendre sur plusieurs années. Généralement, dans la majorité des sports, cette ondulation, c'est une ondulation qui va durer à peu près 4 ans, cycle olympique. Donc, généralement, dans la plupart des sports, cela s'effectue sur 4 ans en raison des Jeux olympiques. Maintenant, en football, un personnage qui est devenu célèbre par cette approche, cette périodisation tactique. Donc, c'est bien Fradé qui dit la périodisation tactique. Et bon, la périodisation tactique, elle est apparue en 90 par Fradé. Donc, c'est Fradé qui a apporté ce concept. Ce professeur d'université, il a vécu une carrière un peu atypique, puisqu'il était premièrement entraîneur de volley. Puis, il a encadré les centres de formation de Boa Vista et du Porto. Et c'est ce qui lui a permis de s'intéresser plus au football et plus au sport collectif, et lui a permis de développer ce concept qui est la périodisation tactique. Ce concept a inspiré beaucoup d'entraîneurs. Donc, il a inspiré Mourinho, que tout le monde connaît, Villas-Boas, Jardim. Donc, tout cela ont été inspirés par ce personnage-là qui a su conceptualiser un concept qu'on connaissait, c'est-à-dire l'entraînement complexe. Il a su le conceptualiser d'une manière opérationnelle. On parlait, dans la méthodologie, on parle bien de l'entraînement complexe, mais pour le matérialiser réellement, on avait du mal à le conceptualiser, à lui donner disons, sa méthodologie. Donc, pour Fradé, le football est un système complexe. Et de ce fait, on doit utiliser une nouvelle approche. Le tout, pour lui, bien sûr, et pour nous aussi, ne faut pas plus que la somme des parties dans un système. Pour Fradé, c'est en additionnant les différents facteurs qu'on va construire la performance. Mais ces facteurs ont une certaine complexité pour s'imbriquer. Donc, tout dépend de l'ingéniosité ou cette capacité à l'entraîneur d'intégrer tous ces parties, c'est-à-dire la partie technique, physique, tactique et psychologique, dans un seul processus, dans un seul système. Pour que tous ces facteurs soient, homogènes et participent à la performance dans le même sens, si je peux dire ça. D'accord. Dans la plupart des disciplines, ça c'est Mourinho qui le dit, dans la plupart des disciplines sportives, on cherche à avoir des pics de forme. Alors Mourinho dit clairement, dans le football, on cherche à ce que ce pic de forme soit maintenu à un niveau de performance élevé tout le long de la saison et que les performances de l'équipe n'oscillent pas. C'est-à-dire, les performances de l'équipe, ils seront toujours constantes de semaine à semaine. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de match ou de période plus importante que d'autres dans le football. Et ça, je crois qu'on le vit en tant qu'entraîneur, on le vit tous les jours. Alors, chaque semaine est une semaine importante, chaque match est un match important, chaque match a ses détails, chaque match a ses problématiques. Donc, nous ne pouvons pas faire un pas sur un match, sur une compétition par rapport à une autre. Nous sommes obligés de travailler match par match et d'essayer de gagner tous les matchs pour arriver
à réaliser la performance, être parmi les meilleurs ou éviter la relégation ou autre chose. Donc, contrairement à un sport comme l'athlétisme, où l'athlète choisit sa compétition principale sur laquelle il veut réaliser la plus haute performance, et les autres compétitions ne sont que des compétitions préparatoires. Dans le football, ce n'est pas le cas. Dans le football, tous les matchs sont importants. Dans un système de championnat, hein, un match peut vous faire perdre le championnat ou là pour vous faire gagner un championnat. Quelle est la différence? À partir de là, je me suis posé la question, quelle est la différence entre la périodisation tactique et l'entraînement intégré? Du moment que l'entraînement intégré, lui aussi, c'est un concept qui cherche à intégrer les facteurs de la performance, hein, l'une derrière l'autre. Alors, ça, c'est la conception d'une séance intégrée. Dans une séance intégrée, je vais revenir un peu. Dans une séance intégrée, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une dominante. Elle peut être technique, elle peut être technico-tactique, elle peut être forme de match, elle peut être physique. Hein? Cette dominante, hein, a un thème. Par exemple, si c'est une dominante technique, on parlera de contrôle. Si c'est une dominante, cette dominante technique, hein, aura un thème. Ce thème aura un support physique. Par exemple, l'endurance capacité. Hein, donc, si je veux faire un travail technique, il y a des 1 contre 2, 3 contre 2, 3 contre 3. J'aurai un support physique, hein, par exemple, puissance aérobie. Si je fais une forme de match dirigé, donc j'intègre des filières énergétiques. Par contre, si je veux travailler de la puissance sur le plan physique, je vais intégrer, par exemple, un aspect technique. C'est ce que font les préparateurs physiques. Les préparateurs physiques, ils sont dit, hein, ils intègrent par exemple un plan de jeu, c'est-à-dire technico-tactique. Et c'est ce que font les préparateurs physiques. Par contre, un coach qui est là pour développer le jeu, hein, doit avoir une autre conception. Cette conception, quelle est cette conception? La conception d'une séance dans la périodisation tactique, hein, doit être capable d'abord de définir un principe de jeu visible. C'est ça l'essentiel dans l'approche de la périodisation tactique. Bien sûr, ce principe de jeu va obéir quoi? Va obéir à un espace et va obéir à un nombre de joueurs. Un espace et un nombre de joueurs. Il va obéir à un volume de travail et à un niveau d'intermittence. Hein? En plus de cela, va s'additionner quoi? Une charge émotionnelle, hein, et le type de contraction musculaire. Donc, vous voyez comment l'exercice il est conçu dans toute sa complexité en prenant tous les paramètres de la performance. Le facteur émotionnel, hein, le facteur physique, c'est-à-dire l'intermittence, le volume et le type de contraction, et bien sûr, l'aspect essentiel qui est l'aspect technico-tactique, hein, qui va concerner donc l'espace de jeu et le nombre de joueurs sollicités sur la séquence de jeu. Quelle est la logique du jeu en football? Donc, pour essayer de structurer tout cela dans une périodisation tactique, nous devons comprendre d'abord la logique du football. Sur la base d'une conception dialectique, aujourd'hui le football... Amin. Oui. اسمح لي زيد شويه في الصون قرب الميكرو باش تكلم باش يسمعوا. اوكي. D'accord. Sur la base d'une conception dialectique, il est possible de définir la logique du jeu comme suit. Alors, d'abord, il y a une situation offensive et une situation défensive. Soit on est en position défensive, soit on est en position offensive. Si on est en position offensive, hein, donc automatiquement, on sera à la recherche de création d'espace. Par contre, si on est en situation défensive, on sera à la recherche de la création d'une crise d'espace complètement opposée. D'accord? Par rapport à l'aspect offensif. Tout cela va permettre de
d'enchaîner des actions. D'enchaîner des actions sur le plan défensif et d'enchaîner des actions aussi sur le plan offensif, si j'ai le ballon. Donc, dans l'aspect offensif, quand j'ai le ballon, je chercherai la continuité dans le jeu pour arriver au but. Par contre, si je n'ai pas le ballon, je chercherai à créer des ruptures sur l'adversaire. Des temps de rupture sur l'adversaire pour récupérer le ballon. Donc, un joueur de football, il passe entre une action et une autre, d'un statut à un autre, d'une situation à une autre, une situation défensive, une situation offensive. Et en plus de cela, il y a ces moments très importants, les moments de passage d'une situation à une autre, qu'on appelle les transitions. Et un peu aujourd'hui, quand on voit le football, dans quelle vitesse il se développe, on sait bien qu'aujourd'hui, le moment de transition est très important, il est capital. Aussi bien offensif, défensif que le contraire, c'est-à-dire défensif, offensif. Donc, à partir de là, comment concevoir notre modèle de jeu? Notre modèle de jeu, comment allons-nous le construire? Donc, on le construit, il s'agit de définir un système. Rien n'a changé dans la base de jeu. Donc, le système, c'est quoi? C'est une structure qui permet de déterminer la distribution des joueurs par ligne, la relation entre les lignes, la relation entre les joueurs de la même ligne. Les phases de jeu, donc si on veut définir les phases de jeu, il y a la phase offensive, transition offensive-défensive, la phase défensive et la phase transition défensive-offensive, sans oublier bien sûr les situations standards. Donc sur la base de ces phases de jeu et de ce système, nous allons pouvoir construire notre modèle de jeu. Comment le construire? On va le construire sur des principes d'équipe, des principes, bien sûr, de sectoriel, où il y a des principes de ligne, ligne défensive, la ligne du milieu de terrain, la ligne d'attaque. Chaque ligne aura ses principes de fonctionnement. Et bien sûr, il y aura une coordination entre les lignes, ce qu'on appelle, un peu dans la périodisation tactique, ce qu'on appelle l'intersectoriel. D'accord, l'intersectoriel. Et bien sûr, il y a les sous-principes, et les sous-sous-principes qui concernent le joueur en lui individuel. Quelles sont les orientations individuelles qu'on donnera par rapport aux postes qu'on joue et par rapport aux qualités qu'on a aussi, bien sûr. Donc, ces principes seront définis sur les 4 phases essentielles, c'est-à-dire la phase offensive. Par exemple, là, je dirais, mon grand principe, c'est de conserver, progresser et finir, c'est-à-dire de jouer une attaque placée, une attaque réfléchie. Donc, comme sous-principe, je vais travailler les 1-2, dédoublements, le jeu de fond, prolongement, croisement, les relais. Donc, tout ça, donc, c'est des automatismes à mettre en place entre les lignes, au niveau des lignes, entre les lignes et entre les groupes de joueurs, c'est-à-dire les joueurs du flanc droit, les joueurs du flanc gauche et les joueurs du milieu de terrain. Donc, les principes méthodologiques de la périodisation tactique. Quels sont les principes méthodologiques de la périodisation tactique? Donc, le modèle du morphocycle repose sur 4 principes. Le principe de progression complexe. On va voir ce que ça veut dire. Le principe de la propension, le principe d'alternance horizontale spécifique et bien sûr le principe de la spécificité, de l'entraînement. Principe de la progression complexe. Pour frader, l'entraînement doit être conçu d'une manière complexe, de la première séance jusqu'à la dernière séance. Toutes les séances sont organisées sur la base d'objectifs complexes, orientés par les principes ou sous-principes tactiques bien hiérarchisés pour éviter les interférences et la confusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion
entre les principes. Si le sous-principe dit cela, le sous-principe doit renforcer ce comportement. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à un joueur, par exemple, on va demander à notre ligne défensive de jouer la ligne, hein, alors qu'on va demander à un joueur de revenir en repli défensif et jouer autrement. Donc, tout le monde va utiliser les mêmes principes. Le principe de la propension. Qu'est-ce que c'est que le principe de la propension? Ce principe fait en sorte que nous puissions anticiper une répétition systématique de ce que nous cherchons, hein, au niveau individuel, au niveau du groupe et au niveau de l'équipe. C'est-à-dire, cette complexité de l'approche, la périodisation tactique, va nous permettre de répéter ces principes tactiques au niveau individuel. Après, ça va se transformer au niveau collectif et ça va se transformer encore au niveau, hein, du groupe. Donc, cette répétition des principes, hein, à différents niveaux de la hiérarchie de l'équipe va permettre de créer de la répétition. Et c'est cette répétition tactique, hein, qu'on recherche pour pouvoir développer une certaine homogénéité dans le jeu. Cela permet de créer quoi? Des habitudes. Donc, le troisième principe, c'est le principe d'alternance horizontale spécifique. Ce principe touche l'aspect physique surtout. Il mentionne le type de contraction dominante des séances selon les variables de tension, de durée et d'intensité. Cette alternance est horizontale car elle s'effectue entre les séances et non entre les exercices d'une même séance. Nous parlons surtout d'activité neuromusculaire. Dans ce principe, hein, on cherchera à définir la tension des contractions musculaires, à définir la durée des contractions musculaires et à définir la vitesse des contractions musculaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y aura des séances où je vais axer mon travail sur la contraction musculaire, la tension musculaire. Hein? Ça sera un travail d'explosivité, de vitesse, hein, dans des jeux qui demandent beaucoup de duels et de rapidité. Hein? Le lendemain ou la séance d'après ne doit pas comporter la même tension musculaire, au contraire, cette tension musculaire doit s'alléger, hein, et on doit s'intéresser à notre aspect hein, de l'endurance, par exemple, la durée de la contraction musculaire. Et là, je vais développer donc des jeux où on va s'étaler plus en durée. Plus en durée. Si je fais des jeux supérieurs à 6-7 joueurs, donc ça sera moins intense et ça permettra de travailler plus en durée, de travailler plus en puissance aérobie, hein, que sur l'explosivité. Troisième aspect, c'est l'aspect de la vitesse de la contraction. Et là, si on parle de vitesse, on parle plus de vitesse spécifique. C'est que la vitesse spécifique, c'est la vitesse plus mentale, la vitesse d'exécution et la vitesse de réaction. C'est ça qu'on recherche plus dans le football. Je crois que tout le monde sait qu'un footballeur ne courra pas à vitesse maximale, n'atteindra jamais sa vitesse maximale dans un match de football. Et non seulement ça, en plus de cela, les distances ne vont pas dépasser les 25 mètres, les distances d'accélération maximale. Les distances d'accélération, dans ces distances d'accélération maximale, ce qu'on recherche, ce n'est pas d'atteindre la vitesse maximale, mais plutôt avoir une très bonne accélération. Une très bonne accélération, c'est-à-dire dès les premiers mètres, atteindre une vitesse importante. Aujourd'hui, c'est ce que fait Messi au Barça depuis une bonne décennie. Messi ne court pas longtemps, mais il court très vite. Hein? Si on regarde les statistiques un peu de Messi, il fait entre 8 km, 7-8 km par match. Mais à quelle allure? C'est cette allure qui est importante, c'est cette accélération qui est importante. Donc, surtout dans les 10 mètres, les 10 premiers mètres. Principe de la spécificité. Alors, dans ce principe, proposer continuellement des exercices ou jeux en lien avec, bien sûr, le modèle de jeu de l'équipe.
et ne pas faire copier des exercices juste pour le fun, pour épater un peu les joueurs ou là pour faire beau, là pour faire joli. Il faudrait que nos exercices aient une relation directement, bien sûr, avec notre mode de vie. Comment allons-nous gérer la charge dans la périodisation tactique? Alors là, je reviens à Verheyen. Verheyen, en 2012, parle de la forme sportive dans le football et dit qu'elle est déterminée par deux choses essentielles. Qu'est-ce que c'est que ces deux choses essentielles? Donc, jouer avec un tempo plus élevé, ce qui signifie plus d'actions par minute. Hein? Et deuxièmement, jouer plus longtemps, ce qui signifie maintenir le tempo pendant 90 minutes. Voilà la forme sportive en football. Voilà ce qu'on recherche. Hein? On ne recherche pas à avoir plutôt des qualités brutes, mais ces qualités doivent s'adapter au jeu, doivent s'adapter surtout au jeu. Et c'est dans cela que la spécificité de l'entraînement doit être garantie dans le football. Alors, qu'est-ce qu'il dit Verheyen? Il dit si vous souhaitez vous entraîner avec un tempo plus élevé, vous jouez avec moins de joueurs. Donc, si on veut travailler en puissance, on va diminuer le nombre de joueurs. On va faire des 1 contre 1, des 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4. Ça garantit une grande intensité du jeu, hein, beaucoup d'accélération, beaucoup d'explosivité, des duels, hein, des rapports de force, hein, plus répétés dans un jeu. Et là, je suis donc en train de travailler, comme le dit Verheyen, je suis en train de travailler le tempo, c'est-à-dire travailler à haute intensité, élever le niveau de mon intervention, le niveau de mon jeu, la puissance de mon jeu, muscler un peu mon jeu. Par contre, si on joue 11 contre 11, les joueurs font 2 actions par minute. 2 actions par minute, c'est un rythme plus lent. Le joueur a le temps de récupérer, a le temps de revenir au calme. Et donc, l'effort n'est pas le même. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on joue à 11 contre 11, on fait 2 actions par minute. Si on joue 7 contre 7, les joueurs vont faire 4 actions par minute. Si on joue 4 contre 4, c'est 6 actions par minute. Et c'est ce qui fait donc l'intensité du jeu. Moins il y a de joueurs, plus il y a d'intensité. Plus il y a de joueurs, moins il y a d'intensité. Alors, si on augmente le nombre de joueurs, on va travailler en volume. Si on diminue le nombre de joueurs, on va travailler en intensité. Pour l'autre composante, vous jouez pendant plusieurs minutes. Donc, exemple, si on fait des jeux 4 fois 4 minutes, hein, un 6 contre 6, par exemple, hein, la semaine prochaine, pour augmenter le volume de notre travail, on va jouer 4 minutes et demie, au lieu de jouer 4 minutes. Hein, et là, on va augmenter le volume. On va augmenter le volume de notre entraînement. Et on va augmenter aussi ses capacités à maintenir le tempo. Ses capacités à maintenir le tempo. C'est ça qui est important. En augmentant tout simplement le nombre de minutes, vous entraînez la capacité de maintenir le tempo pendant plus longtemps. Alors, à partir de là, un morphocycle, c'est quoi? Un morphocycle, c'est donc la période entre un match et un match. Généralement, dans le football, la période entre un match et un match, c'est une semaine. Hein? Donc, disons qu'on a joué le match, qu'on vient de terminer un match, on prendra un repos un jour après le match. Hein? 2 jours après le match, on reprend, mais on est toujours en régénération. Donc, on travaille à basse intensité, un peu de coordination, un peu de motricité, toujours spécifique. Hein? 3e jour après le match, on rentre dans le vif du sujet et on muscle un peu notre jeu. On veut travailler en puissance. En puissance, c'est-à-dire on va travailler en explosivité, en force-vitesse. Hein? À ce moment-là, donc ça sera des jeux de 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 3, 4 contre 4, hein? De façon à maintenir quoi? À maintenir un tempo élevé. Hein?
ça nous donnera des efforts, 4 à 5 efforts par minute. Hein? On pourra un peu faire 75 mètres par minute, à peu près. Si demain, donc, je travaille, je vais changer donc, mon approche, je vais chercher plus la vitesse ou la puissance aérobie. La puissance aérobie. Alors, si je travaille de la vitesse, ça sera des efforts intenses, mais pas trop répétés. Pourquoi? Parce que je ferai 2 à 3 accélérations par minute, pas plus. Donc, ce que je vais faire, je vais travailler sur, par exemple, un milieu de terrain, hein, avec des exercices, par exemple, de finition, ou faire des séquences de finition. Donc, je vais aller jusqu'à 5 séquences, ou la 4 à 5 séquences sur un plan individuel, et puis terminer par un jeu collectif où je vais demander plus d'accélération, de vitesse, de débordement sur les côtés, faire des centres, et c'est des jeux très intéressants, surtout pour les phases de finition à l'approche des buts. Là où on crée le déséquilibre. Alors, si je travaille en puissance aérobie, hein, là, je ferai un travail où il y a des jeux, hein, où je dois faire 3 à 4 répétitions par minute. Répétition d'efforts, je parle. Hein. Et là, les efforts sont moins intenses que dans la séance de force ou la séance de vitesse. C'est des efforts à base de puissance aérobie, hein, qui vont aller jusqu'à 90% à 95% de la PMA, hein, pas plus. Voilà. Bien sûr, la dernière séance, c'est une séance de réactivité. Cette séance, on va chercher plus à se concentrer, plus à travailler, faire notre mise en place, travailler peut-être quelques balles arrêtées, bien sûr faire de la vivacité, hein, sans plus, mais on cherchera plus la concentration et la récupération. Donc, à partir de là, bien sûr, il y a des semaines avec 2 matchs, hein, et il y a des semaines où on peut programmer de la récupération, hein, quand on n'a pas de match, bien sûr. Sur un plan pratique, moi, j'ai essayé de simuler un peu cette périodisation pratique et vous apporter mon approche. Comment, dernièrement, j'étais dans un club, hein, et je vous dis un peu ma semaine. Ma semaine, comment je l'ai organisée. Alors d'abord, avant de parler de ma semaine, je parlerai de ma philosophie d'abord. Ma philosophie de jeu. Pour moi personnellement, le football se joue vers l'avant. Le seul problème est de choisir la manière d'aller vers l'avant. Alors, personnellement, je défie deux façons de faire. Premièrement, chercher vite la verticalité. C'est ce qui se fait à peu près partout aujourd'hui. Hein? Je crois que c'est la tendance. Sur des appuis dans la verticale et se plonger vite vers l'avant grâce aux joueurs qui viennent de derrière. Dans ce premier cas, on joue sur la perte du ballon adverse que l'on oblige à latéraliser pour le presser sur les côtés. Voilà la première façon de faire. La deuxième façon de faire, et là, c'est un peu à l'opposé, hein, on va chercher à attirer le bloc adverse vers l'avant ou sur les côtés pour créer des espaces et profiter des intervalles et du renversement. Dans ce cas, on joue quoi? On joue sur la conservation et on presse immédiatement à la perte de balle. Voilà ce que je peux dire de ma philosophie. Hein? On sait bien que quand on joue avec une équipe un peu supérieure à nous, on préfère plus l'attendre, hein? Lui enlever le ballon et verticaliser, jouer sur les espaces qu'elle laisse derrière elle. Quand on joue avec un adversaire abordable, quand on arrive à dominer techniquement, on cherchera plus à monopoliser le ballon, conserver, jouer sur les intervalles et jouer sur les renversements, hein, tout simplement, déstabiliser le bloc adverse. Donc pour cela, donc je dirais
après mon match, donc après une récupération passive, hein, vient le début de la première séance. La première séance, c'est toujours une séance de récupération. Sur le plan tactique, le travail est basé, bien sûr, sur le match précédent, en s'appuyant sur les concepts devant être renforcés. Alors, quels sont les principes? On va travailler des grands principes, les plus importants du modèle de jeu, et il est également possible de travailler les sous-principes et les sous-sous-principes. Voilà. Sur le plan physique, une dynamique basse, c'est-à-dire une faible intensité, un entraînement discontinu avec de longues pauses, beaucoup de récupération. On profite pour faire des massages, faire des étirements après l'entraînement. Sur le plan psychologique, des exercices simples qui ne demandent pas aux joueurs de beaucoup réfléchir et qui ne sont pas très chargés mentalement. Alors, quels sont les exercices adéquats? Ils doivent être courts et plus intenses. L'objectif est de travailler les principes de jeu avec des exercices peu complexes, sollicitant très peu les filières force et vitesse. Là, je vais travailler plus, si je vais corriger les aspects tactiques, je vais travailler plus en analytique. Donc, je vous donne un exemple, par exemple. Moi, quand je suis arrivé à mon club, j'avais un grand problème de mobilité. Les joueurs ne couraient pas suffisamment, et ce qui rendait difficile la conservation du ballon. Donc, je travaillais à chaque début de séance à cette conservation. Sur un demi-terrain, des 18 jusqu'à la ligne de centre, on se mettait à 10 contre 10 et on cherchait à conserver, à courir. Et ce qui était motivant pour les joueurs, c'était de conserver le ballon, de faire le maximum de passes et donc de courir pour garantir cette conservation du ballon. D'un autre côté, l'un des problèmes que j'avais un problème de percussion. Les joueurs n'allaient pas vers l'avant. Vous savez, quand vous faites jouer des joueurs sur une surface et qu'on ne développe pas cet aspect de déplacement vers l'avant, on aura des joueurs qui conserveront, qui auront une bonne conservation du ballon, mais ne plongeront jamais vers l'avant pour aller vers les buts. Et ça devient problématique. Donc, si on travaille de la conservation, il ne faut jamais la travailler juste en largeur. Il faut la travailler en largeur et en profondeur, en créant des portes. Toujours créer des portes, des lignes à atteindre, à dépasser, pas à atteindre, à dépasser, pour pouvoir permettre à vos joueurs d'aller vers l'avant. Donc, si on reste sur la conservation seulement, et la réalisation du nombre de passes, on aura des joueurs qui feront de la conservation, mais qui oublieront d'aller vers l'avant, qui oublieront de se projeter et de percuter l'adversaire vers l'avant. Et ça, c'est primordial si on veut marquer des buts. Un autre problème, par exemple, l'un des problèmes, par exemple, dans la finition. J'ai mes joueurs, mes attaquants, mes centreurs, manque de qualité dans leur centre, ou ils ne savent pas attaquer la balle, la trajectoire de la balle. Ils arrivent toujours statiques devant les buts. Donc, c'est un problème. Là, je dois corriger un peu leur positionnement par rapport au ballon, par rapport aux buts. Et je dois corriger leur arrivée, leur timing au moment du centre. À quel moment il accélère, il fait son appel de balle et il attaque la balle. Voilà. On peut avoir aussi des problèmes défensifs. Par la situation, on remarque bien que mon équipe, quand l'arrière latéral va au duel, la couverture n'est pas assurée. Mais les trois joueurs ou les deux axiaux sont toujours dans l'axe et la couverture. Et ça va créer des espaces et ça va permettre à l'adversaire de s'incruster sur les côtés et de déborder ma défense. Donc là, je dois travailler sur cet aspect couverture. Je peux avoir un autre problème, par exemple. En analytique, toujours. En analytique. J'ai ma défense qui ne sait pas gérer la profondeur. Dans cette situation, pendant le match, je remarque que ma défense ne sait pas gérer la profondeur. Au moment où il faut reculer à l'avance, et à ce moment-là,
elle prend toujours un ballon derrière le dos, qui profite bien sûr aux attaquants qui démarrent. Hein. Un autre problème, par exemple défensif, je peux avoir constaté dans un match, par exemple, que lui arrive à jouer facilement. Ma défense a du mal à sortir sur le joueur d'appui et les milieux de terrain ne reviennent pas sur le deuxième ballon. Donc ça, c'est un problème. Donc tout cela, je vais essayer de le corriger pour la première séance, de donner des flashs, de donner un aperçu cognitif et bien sûr de donner aussi des orientations pour pouvoir pallier à tout cela. Deuxième séance, nous sommes à J-4 avant la compétition, donc c'est la séance force. Sur le plan tactique, travail des sous-principes du jeu au niveau sectoriel et intersectoriel. Sur le plan physique, les exercices visant à développer la force spécifique, il y a beaucoup de tension musculaire, les espaces sont très réduits, les exercices très intermittents, intenses et courts. C'est le jour le plus intense et le plus discontinu de la semaine. Les situations sollicitent plus de force, plus d'accélération et de changement de direction. Sur le plan psychologique, les joueurs n'ayant pas complètement récupéré, il ne faut pas exiger beaucoup d'eux, mais on exige malgré cela, malgré l'intensité. Malgré l'intensité, on va essayer d'être quand même modéré sur nos reproches, sur nos fixations, sur la façon d'interpeller les joueurs. On les laisse encore un peu à leur instinct. Alors, bien sûr, on a donné des directives, mais on les laisse encore à leur instinct. Ils doivent plutôt, les exercices sont intenses et plus discontinus compte tenu de la charge, de la grande intensité. Donc, ça sera des exercices qui vont aller de 4 fois 2 minutes jusqu'à 5 fois 4 minutes. Donc, le volume va se développer au fil du temps. Aujourd'hui, vous savez, dans le cas pour déterminer l'intensité qu'on doit appliquer dans le jeu, ou déterminer le volume qu'on doit appliquer dans le jeu, on va un peu se référer à notre groupe. On va mettre les joueurs dans des situations, par exemple, de 4 contre 4, et voir à quel moment le rendement va baisser. Si au bout de la deuxième, troisième minute baisse, on dira que c'est le temps plafond, ou le temps plafonné pour les joueurs. Donc, je préfère faire des séquences de 2 minutes, et répéter à la même intensité, que faire des séquences, par exemple, de 3 minutes et voir au bout de 1h30 l'intensité du jeu baisser. Là, ça sera plus intéressant et je ne serai plus dans mon objectif. C'est pour ça qu'il faut veiller à définir un peu le volume qu'il faut. Parce qu'il y a des joueurs qui décrochent au bout de la première minute, ils ne sont plus capables de soutenir l'effort. À ce moment-là, si c'est la majorité du groupe, on dira que c'est le plafond de mon groupe. Donc, il faut aller progressivement. Il faut ajouter les minutes progressivement. Par contre, si c'est 1 ou 2, je préfère les retirer du groupe, les laisser travailler en dissocié avec le préparateur physique, et continuer avec des joueurs qui sont aptes à maintenir l'effort et maintenir l'intensité. Alors, pour mon modèle de jeu, qu'est-ce que j'ai choisi de travailler? J'ai choisi de travailler d'abord, bien sûr, les sous-principes et sous-sous-principes, sectoriels et intersectoriels. Donc, je vais travailler avec des milieux de terrain. Là, je vais mettre mes milieux de terrain sous pression, dans un carré qui va faire 30 sur 25 à peu près, où ils recevront des balles, et ils devront conserver ces balles, et empêcher l'adversaire, bien sûr, de récupérer le ballon. À ce moment-là, c'est à haute intensité, à 3 contre 3. Donc, ce qu'il faut se mettre dans la tête, que par exemple, si j'ai une idée de verticaliser rapidement,
Donc, je vais faire travailler mes milieux de terrain hein, au début à la perte de balle. Et dès qu'ils récupèrent, ils vont chercher la verticale, ils vont chercher à aller vers l'avant. Par contre, si au contraire, je conçois mon jeu, c'est-à-dire mes principes de jeu, où là, je conçois la semaine avec que je vais jouer plus en conservation du ballon, là, je vais travailler au contraire mes milieux de terrain avec ballon et insister sur une transition, hein, transition offensive-défensive, c'est-à-dire à la perte, ils doivent assurer cet étouffement immédiat de l'adversaire qui récupère le ballon. Donc, d'une manière à travailler aussi bien d'un côté la transition offensive-défensive et d'un autre côté la transition offensive-défensive. Plutôt défensive-offensive. Voilà. Et ça dépend comment je vois le jeu. Comment je vois le jeu. Hein, surtout la semaine. Si je vois que je vais travailler avec un adversaire où je serai obligé de défendre, hein, donc mes milieux de terrain, je vais les mettre dans une situation défensive, ils seront obligés de récupérer hein, et à la récupération verticaliser vite. Si au contraire, je vois que je suis devant un adversaire où je vais conserver le ballon, hein, là je vais faire travailler mes milieux de terrain avec ballon et une reconversion rapide à la perte, en obligeant l'adversaire bien sûr de verticaliser. Donc, le jeu des milieux sous pression, joué en permutation, deux joueurs forment le triangle avec leur appui ou soutien, le troisième prend la profondeur. Par contre, le reste du groupe, c'est-à-dire les attaquants hein, et les milieux excentrés ou les attaquants excentrés, hein, avec les arrières latéraux, vont travailler autre chose. Vont travailler en 2 contre 1, débordement. Donc, je donnerai à peu près 2 variantes à travailler. Hein. La première variante, chercher le duel et déborder. Hein. La deuxième variante, chercher un appui vertical et déborder. Hein. La troisième variante, donc, rentrer vers l'intérieur et laisser l'arrière latéral déborder. Hein. La troisième, l'arrière latéral joue avec l'appui et bien sûr, le deuxième joueur sur le côté va déborder. Et là, je peux travailler soit en séquence, des séquences de répétition, c'est-à-dire faire 4 répétitions pour chaque variante. Et bien sûr, les attaquants, là, vont travailler ce que j'avais comme problème. Donc, j'avais un problème de placement des joueurs dans les centres et l'attaque du ballon, le timing avec le ballon. Donc, ils vont travailler cela. Et ça sera aussi des séquences avec un temps de travail, plutôt des actions, hein, des répétitions d'actions, hein, en permettant une récupération à peu près presque complète entre les exercices. Voilà. Je ne vais pas m'arrêter là. Après, bien sûr, hein, ça c'est les principes que je vais développer avec les attaquants et les arrières latéraux, les joueurs excentrés. Hein. Donc, je dirais, par exemple, coordonner les 4 variantes de débordement du latéral en 1 contre 2, 2 contre 1 plutôt. Hein. Jeu de finition des attaquants, se placer face au ballon et face au but, faire l'appel au bon moment pour arriver en course. Voilà les principes que je vais développer avec les attaquants. Donc, ça, c'est des sous-principes. Je vais le développer avec les attaquants, avec les arrières latéraux et les joueurs excentrés, et bien sûr avec les milieux de terrain. Ça, c'est donc je vais travailler les sous-principes. Voilà. Donc, après, bien sûr, je vais travailler en intersectoriel, toujours dans la même séance. Ah, je vais réunir mes défenseurs avec mes milieux de terrain, et toujours dans le même objectif. Donc, si je travaille, je cherche la semaine, je cherche plus la conservation du ballon. Donc, je vais travailler en conservation. Et je vais rechercher quoi à la perte de balle rapidement, donc presser l'adversaire à l'empêcher de verticaliser. Par contre, si je suis dans une autre logique, une logique de verticalisation rapide, je vais travailler le contraire. Je vais travailler
mon milieu de terrain donc, en perte de balle, qui va essayer de récupérer le ballon. À la récupération, donc on cherche la verticalisation avec un joueur qui va en profondeur et des arrières latéraux qui se projettent aussi, qui se projettent sur les côtés. Je continuerai bien sûr en travaillant avec aussi la coordination entre les milieux de terrain et les attaquants. Toujours dans la même logique, dans les deux logiques. Soit la première logique, celle de verticaliser rapidement à la récupération, soit la deuxième logique, conserver et étouffer l'adversaire en cas de perte de balle. Rapidement. Alors, un jeu final où je chercherai à rassembler tout ce que j'ai travaillé un peu dans un jeu final, où là, je dirais par exemple, si on rentre par là, dans l'axe, on aura marqué 3 points. Si on rentre sur les côtés, on aura marqué 1 point. Donc, généralement, les défenseurs ou l'équipe qui défend voudra toujours fermer l'axe au départ. Et ça va nous permettre de fixer l'adversaire dans l'axe et de déborder sur les côtés. C'est ce que j'ai travaillé pendant toute la séance avec les attaquants. Voilà. Il reste au milieu de terrain de savoir se comporter sous pression et de donner de bonnes balles, lancer les joueurs au bon moment. Voilà. Donc, ça, c'est ma deuxième séance. Ma troisième séance, dominante puissance aérobie. Pendant cette séance, donc, sur le plan tactique, on travaille les grands principes et les principes de jeu dans des situations très proches de la réalité. Sur le plan physique, on travaille au plus proche des conditions de match, grand espace et grand nombre de joueurs. Grands principes sectoriels et intersectoriels. Sur le plan psychologique, le niveau de concentration est le plus haut de la semaine. Donc, c'est ma séance principale. Les exercices, il est possible de travailler en 11 contre 11 ou 10 contre 10, par exemple, dans un espace un peu réduit pour répéter plus souvent les situations. Temps de travail et de récupération. Le temps de travail aussi entre 8 à 12 minutes par séquence et le temps de repos entre 4 et 5 minutes par séquence. Alors, la même chose, quand je fais des jeux comme ça, aussi, je dois identifier un peu le temps de jeu de mes joueurs. Vous savez, quand vous voyez un match de football, vous voyez que les joueurs, ils vont se donner pendant un quart d'heure, par exemple, ils vont être absents pendant 7, 8 minutes, ils vont revenir dans le jeu un quart d'heure plus tard. Donc, tout ça dépend de leur capacité. Et quand on observe le jeu, on aura un peu, on identifie un peu nos joueurs sur leur capacité à maintenir le tempo. Donc, si on arrive à maintenir le tempo, à jouer à haute intensité pendant 10 minutes, 15 minutes, je dirais que c'est mon plafond. Donc, je vais répéter les 10 minutes. Pendant 4 fois ou 5 fois, de manière à arriver à faire 1 heure, par exemple. Et c'est là où je suis en train de corriger mes principes de jeu. Parce que si je vais au-delà des 10 minutes, je vais remarquer que le rendement de mes joueurs va diminuer et il sera plus possible de coacher le jeu. Donc, je dirais que le plafond de mes joueurs, c'est 10 minutes. Je travaillerai sur les 10 minutes. La semaine prochaine, peut-être, je vais ajouter 30 secondes, je vais ajouter 1 minute. Et là, je travaille sur le tempo. Après, je développe bien sûr le volume. Je travaille sur la qualité d'abord. Après, j'essaie de développer ce volume. Alors, je vous ai présenté 2 variantes. La première variante, c'est au moment où je recherche la verticalité. Si c'est la semaine où je recherche plus la verticalité, chercher vite la verticalité, je vais travailler avec le préparateur physique. Un exercice donc préparatoire pour mettre les joueurs en condition, en puissance aérobie, élever un peu leur rythme cardiaque. Après, je vais travailler donc en tournoi 7 contre 7 où l'objectif est d'aller vite vers l'avant. Donc, je réduis le terrain
sur un seul couloir pour travailler cette verticalité. Après, je reviens au match et je mets une zone tampon ici où il est interdit de conduire le ballon dans cette zone. Il faut chercher à faire la passe et aller vers là. Trouver d'abord l'appui vertical, puis aller vers là. C'est comme ça qu'on va inculquer à nos joueurs à cet esprit d'aller vers l'avant, d'aller vite vers l'avant. Généralement, il y a des gens qui veulent jouer la contre-attaque. Hein? Ils cherchent cette verticalité, ils jouent vers l'avant, rapidement vers l'avant, mais le bloc équipe ne suit pas, les latéraux ne suivent pas, les joueurs du milieu ne suivent pas. Ce qui fait que les joueurs d'appui se retrouvent rapidement isolés, hein, et n'ont plus de soutien et non plus d'appui latéral. Et l'action, elle est peut-être, si elle réussit par exploit individuel. Alors, sur le plan offensif, hein, quels sont les principes que je vais donner? Chercher vite l'appui vertical. L'importance des joueurs de derrière qui doivent plonger vers l'avant, passer bas, passer suite. Hein, conserver son avance en cherchant toujours des joueurs lancés vers l'avant. On cherche toujours à donner la passe aux joueurs lancés vers l'avant. Donc, si je veux contrer, par exemple, cette façon de jouer, si je sais que je vais jouer avec une équipe qui verticalise bien le jeu, donc je vais me concentrer sur l'aspect défensif. Et là, je dirais, si on cherche à contrer ce jeu, le jeu vertical, hein, je vais dire presser à la perte, presser vite à la perte, empêcher l'adversaire de prendre de la vitesse et fermer l'axe. Je vais concentrer toute mon équipe, hein, sur cette fermeture de l'axe du terrain, obliger l'adversaire toujours à latéraliser et ne pas verticaliser. Deuxième variante, pour une équipe qui cherche à attirer l'adversaire dans son demi-terrain, hein, là c'est plus la conservation, fixation, renversement. Hein, grand principe, sur un plan offensif. Donc, je parlerai de conservation, fixation, renversement, bien sûr, et le jeu dans l'intervalle. Encore, je vais insister sur ces principes. Si on cherche à contrer ce jeu, c'est-à-dire une équipe qui sait bien conserver, hein, et qui sait bien manipuler le ballon, hein, elle monopolise le ballon, hein, là, je vais dire glisser le glissement du bloc, je vais travailler sur le glissement du bloc, je vais travailler sur la couverture mutuelle, hein, et je vais travailler sur le pressing sur les coups. Voilà. Donc, si je vais commencer par une conservation, hein, tout simple. Après, une conservation avec des portes, on apprend aux joueurs à se projeter vers l'avant et à renverser le jeu, prendre le bloc équipe adverse d'un côté, renverser de l'autre. Hein, et bien sûr, travailler les intervalles. Travailler surtout les intervalles. Chercher les intervalles. Hein, avec deux portes pour le côté. Il y a une façon de faire, par exemple, écarter et chercher rapidement le joueur qui vient s'incrustrer entre les intervalles, hein, pour lui donner en profondeur. Tout simplement. Ça, c'est donc la deuxième variante. Nous sommes à J-2, nous sommes près de la compétition, hein, 48 heures avant la compétition. Généralement, hein, on laisse tomber les aspects physiques, on se concentre plus sur l'aspect tactique, mais on sait bien que quand on travaille en vitesse, on récupère rapidement. Surtout que c'est une vitesse spécifique, c'est une vitesse plus de pensée, hein, et d'exécution. C'est une vitesse d'accélération. On ne cherche pas des grandes distances où on est obligé de se défoncer sur le plan musculaire. On n'est pas à la recherche de puissance musculaire, mais on est à la recherche plus de vitesse nerveuse, hein, neuromusculaire. Sur le plan tactique, on va travailler les sous-principes de jeu à l'échelle d'une ligne ou deux lignes, sans opposition ou avec peu d'opposition. Sous-principe et sous-principe individuel, une ligne ou deux lignes. Sur le plan physique,
on prépare à la récupération grâce au phénomène de surcompensation. Les exercices doivent une vitesse de prise de décision et d'exécution. Les exercices seront très intenses, hein, et le nombre de répétitions bas, bien sûr. Sur le plan psychologique, niveau de concentration inférieur à celui de la veille. On réduit aussi le niveau de complexité par les exercices attaqués sans opposition ou peu d'opposition, mouvement de finition et de transition défensive. Alors, je vous ai donné une séance un peu ce que je vais faire dans ma séance. Donc, je vais faire un taureau ou un tennis ballon, après une gamme athlétique, des exercices technico-tactiques à pied. Après, je vais terminer par un jeu 7 contre 7, 8 contre 8 sur un demi-terrain. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pris cet exemple à Corcure. Donc, il travaille un déséquilibre de finition à vide. On créera du mouvement, des circuits de passe pour arriver au but. Voilà. شيخ امين اذا الفيديو فيها صوت رانا ماناش نسمعوه راه تجي الصوره بصوره مي راهي مفهومه يعني نورمال الصوت ماكسيموم بركا. اوكي Voilà. Donc, toujours, je suis en train de m'appliquer sur ma projection vers l'avant et mes centres en retrait, donc, pour un peu parfaire mon animation offensive. Et je cherche le dédoublement du latéral, bien sûr, au moment de l'entrée du joueur excentré vers l'intérieur. Tout ça pour coordonner donc les mouvements entre les joueurs, hein, d'une manière moins intense, hein, mais avec beaucoup de concentration. Hein, c'est toujours à base de vitesse. Moins intense sur le plan émotionnel. Hein, parce qu'il n'y a pas de duel, il n'y a pas d'opposition. C'est plus s'appliquer techniquement, hein, et faire les courses qu'il faut avec une certaine rapidité d'exécution. Donc, si je suis dans une logique de conservation, c'est-à-dire ma semaine, je la travaille sur la conservation, fixation, renversement, c'est-à-dire la deuxième façon de faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un travail donc, de conservation et de débordement. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Fixer. Je vais faire jouer les joueurs rouges. Je vais les faire jouer donc d'un côté vers un autre pour pouvoir déplacer le bloc adverse et chercher rapidement le renversement. On ne peut pas aller vers l'avant tant qu'on n'a pas fait circuler le ballon, hein, du couloir 1 de la zone 1 vers la zone 5. À partir de là, on décide d'aller vers l'avant. Tout ça pour travailler dans le glissement de la défense adverse. Alors, je ne sais pas, attention pas. On va voir. Donc, voilà ce que je vais faire. Donc, travailler sur les couloirs, essayer de faire travailler sur toute la largeur du terrain, aller d'un bout à l'autre et créer la situation de renversement. Voilà. Donc, pour revenir au deuxième exemple, donc si je travaille plus sur la verticalité, là, je vais concentrer mon équipe dans l'axe des buts, hein, me permettre collatéraux d'aller sur les côtés quand on a le ballon. Et à ce moment-là, on ne peut pas jouer, on ne peut pas faire une passe sur le côté avant d'avoir fait une passe vers l'avant. Il faut faire d'abord la passe vers l'avant pour chercher la passe sur
les côtés. Et ça donne un peu cela. Voilà. Donc là, on essaye. Voilà. Une fois qu'on a fait la face verticale, on donne sur le côté. La même chose, quand on fait la face verticale, on peut donner sur le côté, d'une manière à axer tout mon travail sur la verticalité. Et les joueurs qui sont sur le côté ne viennent que plonger pour percuter par derrière. Voilà le deuxième exemple. Bon, tout ça, c'est la semaine. Donc, il reste la dernière journée. La dernière journée, donc, c'est une journée où on a besoin de plus de concentration. C'est une journée où on va travailler une mise en place, presque à vide, où on ne va pas se dépenser beaucoup sur le plan énergétique. Bien sûr, avec le préparateur, on va faire un peu de vivacité pour tonifier nos muscles. Et trop parler beaucoup pour mettre les joueurs déjà dans le match. Donc, pour pouvoir un peu définir la charge d'entraînement par rapport au jeu, donc il y a ce schéma, FIFA Coaching. Donc, à peu près, si on joue un 2 contre 2, on ne doit pas dépasser les 1 minute 15 secondes. Si on fait un 1 contre 1, c'est 45 secondes. Si on fait un 3 contre 3, c'est 2 minutes. Si on fait un 4 contre 4, c'est 3 minutes pour maintenir ce tempo. Maintenant, le volume, si on veut augmenter le volume, on va augmenter graduellement. Chaque semaine, on pourra augmenter peut-être 30 secondes. Peut-être qu'on doit se maintenir à 30 secondes. Ça dépend de l'état de nos joueurs. Ça dépend de leur plafond. Dans quelle situation ils sont. Et ça, c'est les distances. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé de distance, c'est-à-dire en 1 minute, dans un jeu à 4 contre 4, on peut faire jusqu'à 75 mètres. Alors, si je fais un 4 contre 4, en volume total, j'essaie de ne pas dépasser les 900 mètres. Et ça, grâce au monitoring, grâce au GPS, par exemple, je pourrais calculer cela. Ces indices-là seront calculés. Et ça sera surtout la tâche du préparateur physique. Il sera là pour calculer justement cette charge d'entraînement avec des GPS, ou là avec des cartes de fréquence-mètre, et permettre de bien fixer la charge d'entraînement, de savoir combien on pourra répéter à 2 fois de séquences de jeu. Voilà, il y a aussi ce tableau qui nous récapitule un peu les surfaces par rapport au nombre de joueurs, un 2 contre 2. Donc, on va faire 4 fois 2 minutes avec une récupération de 2 minutes entre chaque séquence sur une surface qui ne doit pas dépasser, bien sûr, 27 sur 2 jours, à peu près pour arriver à 91% de la fréquence max, tout simplement. C'est un tableau référent qu'on peut utiliser pour déterminer la charge. Donc, ça, c'est la planification de Mourinho. On peut le voir ici, dimanche repos. Donc, lundi, on voit bien au niveau de la complexité du jeu, c'est là une récupération active sous principe, récupération active sur le plan physique. D'accord? Moins de force, moins d'endurance, moins de vitesse, charge émotionnelle aussi faible, temps de récupération important entre les séquences de jeu. D'accord? On peut aller jusqu'à 90 minutes. Mardi, la même chose, fraction moyenne du jeu, sous principe, et ce sous-principe sur une ligne et sur 2 lignes, force spécifique. On va travailler en force spécifique, beaucoup de force, moins d'endurance, un peu de vitesse, bien sûr. Quand on fait de la force explosive, il y a de la vitesse là-dedans. Charge émotionnelle, elle est quand même importante, mais n'arrive pas à son maximum. Le joueur manque encore toujours de fraîcheur. Voilà à peu près qui notre la semaine, comment on peut faire une planification. Donc, alors, ma vision, quelle est ma vision de cette façon de faire? Est-ce que je peux vous dire quelles sont les choses positives, quelles sont les choses négatives? Selon les adeptes, bien sûr, de la planification tactique, il est donc inutile et peu judicieux de séparer la condition physique de la didactique du jeu. Ça, je suis convaincu. Dans le modèle de la périodisation tactique, il y a 3 types de jeux qui conditionnent l'entraînement. Alors, les grands jeux,
8 contre 8, 9 contre 9, 10 contre 10, 11 contre 11. Donc, et plus des jeux d'endurance, hein, on cherche la durée, le volume. Les jeux moyens, 5 contre 5, 6 contre 6, 7 contre 6, 7 contre 7. Hein, c'est des jeux où on recherche la rapidité, la vitesse. Et les petits jeux, 3 contre 3, 4 contre 4, là où l'intensité est maximale, là, c'est plus l'explosivité et la force et la puissance. Voilà. En effet, des évidences scientifiques montrent que les jeux avec ballon sur surface réduite sont plus riches que l'entraînement physique traditionnel sans ballon. D'un autre côté, voilà, au niveau des principes de structuration de la charge, qu'est-ce que je peux dire? La croissance des charges. Si le volume et l'intensité du jeu dépendent du nombre de joueurs et de l'espace, le niveau technique et la motivation des joueurs conditionnent la charge. Et là, c'est un grand problème. Si on a des joueurs de qualité, on pourra facilement atteindre notre objectif. Mais si on a des joueurs de moindre qualité, surtout sur le plan technique, on aura beaucoup de pertes de balles et la charge physique ne sera jamais atteinte. La spécificité de la charge. Cette périodisation garantit une spécificité sur le plan psychomoteur et cognitif. Mais sur le plan physiologique, cela dépendra aussi du coaching et des moyens de monitoring. Bien sûr, théoriquement, ce qu'on a exposé, il est clair, les recherches le prouvent, mais si on ne sait pas coacher un jeu, un 4 contre 4 ou un 2 contre 2 ou un 5 contre 5, si on ne sait pas le coacher, lui donner l'intensité qu'il faut, on pourra ne pas atteindre nos objectifs physiologiques. La succession des charges est garantie par le principe de l'alternance horizontale spécifique et permet à l'organisme de supporter mieux cette charge qu'il ne supporterait la répétition de charge de nature que la précédente. Là aussi, le coaching et la gestion de l'intermittence jouent un grand rôle. C'est-à-dire, si je me trompe, c'est-à-dire si, par exemple, je fais une séance de force, hein, c'est-à-dire avec un 4 contre 4, et demain, je répète d'une manière peut-être inconsciente, seulement parce que je n'ai pas su coacher vraiment ma séance, hein, donc je pourrais tomber dans la même qualité physique et créer un peu une surcharge et créer une fatigue importante qui pourrait empiéter donc sur la récupération du joueur pour le jiu-jitsu. Et ça, c'est un grand problème aussi. La continuité. Dans le cadre d'un entraînement à long terme, il peut arriver que la capacité de la performance ne progresse pratiquement plus à cause de la monotonie, de la charge, et quand on observe des phénomènes de stagnation. Donc à ce moment-là, il convient de recourir alors à une augmentation brutale de la charge, bien sûr, par des moyens dissociés. Et là intervient un peu le travail du préparateur. Donc, si le préparateur a un chapitre à prendre essentiellement dans cette périodisation, c'est surtout au niveau du monitoring, hein, monitoring de la charge, et au niveau, bien sûr, de ces cycles un peu d'augmentation brutale de la charge qui doit introduire d'un moment à un autre pour ne pas stagner, hein, et que la charge ne reste pas monotone. L'efficacité de la charge. Dans ce contexte, il agit simultanément sur le joueur et sur l'équipe, permet des adaptations comportementales et motrices, mais ne garantit pas une grande progressivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le plan tactique, c'est vrai, sur le plan d'heure, on est dans la spécificité du jeu, hein? Mais est-ce que cette façon de faire garantit le développement du potentiel athlétique? Il faudrait encore des études pour prouver si ça permet de développer les qualités physiques d'une manière conséquente. Alors, c'est pour ça que j'ai dit la formation elle est très importante. Hein. Quand on arrive à la haute performance, c'est les résultats qui comptent. Donc, on a besoin d'athlètes prêts, hein, pas d'athlètes qui va travailler encore pour développer son potentiel, hein, par rapport à la performance. Donc, généralement,
C'est pour ça que quand on a une bonne formation, les athlètes arrivent prêts à la compétition et s'intègrent rapidement. Quand on n'a pas de formation, comme chez nous, on a beaucoup de problèmes. Donc, pour intégrer les jeunes en catégorie senior, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Athlétiquement, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à faire ce travail, à maintenir cette charge élevée, cette charge spécifique élevée d'entraînement. Et cela va causer directement des blessures graves parfois, des ligaments croisés ou la pubalgie, ou là, ça peut s'aggraver facilement. Voilà pour mon intervention, je vous remercie. Donc, à vous la parole.